Bonjour mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent, notaire pas ordinaire. Bienvenue à cette première chronique juridique qui sera à toutes les semaines, à tous les mercredis, 10 heures live, mais vous pourrez évidemment les revoir par la suite. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis notaire depuis 1991. Je le sais, ça fait un petit bout de temps. Et je suis située physiquement à Amos, mais avec la beauté du web, je peux parler à tout le monde de la province de Québec. Donc, l'idée, c'est de vous informer sur divers sujets. Testament, mandat d'inaptitude, aide médicale à mourir, mariage, succession, achat d'une propriété, quittance, compagnie, et j'en passe. Et bon, il y a des gens qui me posent des questions réelles et je leur réponds et je vous réponds par la bande. Donc, ça vous informe aussi sur votre propre situation personnelle. Si vous avez vos propres questions, je vous invite à me les poser soit sur Messenger, soit sur mon courriel info@commercial-marie-josée-saint-laurent.com ou tout autre moyen. Le téléphone existe encore aussi. Donc voilà, j'attends vos questions pour mes prochaines chroniques. Sans plus tarder, je commence avec ma première question qui concerne les testaments. Isabelle d'Amos, c'est un hasard peut-être, elle me dit, j'ai refait mon testament quand je me suis séparée, léguant tout à mes enfants. Maintenant, j'ai un nouveau conjoint et il est seul propriétaire de la maison. Est-ce que je dois refaire mon testament? Bien, la réponse, ça dépend. Je vais vous le dire, là, ça arrive souvent que je dis ça, ça dépend parce que là, j'ai quelques éléments, mais ça m'en prend plus que ça, mais ça me permet d'élaborer sur le sujet. En fait, ça dépend. Euh, bon, je réponds à Isabelle en lui disant et à vous. Ben, si elle n'est pas propriétaire de la maison, là, c'est Martine, on fait des tests. C'est notre première chronique. Fait que si vous avez entendu des bruits à côté, c'est Martine, mon adjointe, qui est là et qui veille au grain pour être sûr que je ne fais pas de niaiserie. Donc, je recommence ma réponse à Isabelle. Donc, Isabelle, si elle est pas propriétaire de la maison, ben, elle ne peut pas la léguer, elle ne l'a pas. Par contre, si elle décédait avant son conjoint, ben, c'est sûr que ses enfants, ils vont avoir intérêt à dire, ben, le toaster, il appartient à ma mère, il n'appartient pas à toi, conjoint, et etc. Donc, l'idée, c'est, ben, quand on fait un testament, c'est pour régler justement toutes ces situations ambiguës-là qui peuvent entraîner des conflits qui sont tellement pas utiles. Déjà qu'on est dans la peine d'avoir perdu quelqu'un. En plus, s'il faut se battre pour un toaster, là, on n'en finit plus. Donc, puis les émotions, on s'entend, sont à fleur de peau à ce moment-là. Donc, on essaie d'alléger le truc. Donc, l'idée pour Isabelle et vous tous, ben, le jour où vous êtes propriétaire à deux d'une maison, ben, souvent, on va léguer à l'autre nos droits dans cette propriété-là. Et dans le cas d'Isabelle, qui n'est pas propriétaire, ben, elle pourrait au moins léguer le contenu de la maison. Et je rajouterais, en excluant les biens à caractère féminin, je ne pense pas que son chum s'intéresse à ses robes, et aussi excluant les biens personnels, bon, mettons les photos, des souvenirs, des choses comme ça. Donc, les biens personnels et ou à caractère féminin, ce qui fait qu'au décès d'Isabelle, ben, son conjoint garderait la maison parce que c'est à lui, mais au moins, il ne serait pas, tu sais, si mettons Isabelle, c'est elle qui a tout, c'est elle qui a emmené tous les meubles dans la maison, parce que lui, c'était là, je ne serai pas, là, écoute, moi, je me pète des cartons souvent, vous allez voir, je suis bien bonne là-dedans. Admettons que conjoint, il s'est fait laver par son ex, il n'y a plus de rien sauf la maison vide, puis qu'Isabelle a fait, ah, tiens donc, moi, j'arrive dans des corps et j'apporte tout ce que j'ai de mon ancienne vie. Ben, voilà. Donc, le conjoint a intérêt à garder son lit, ses meubles, etc., pour bien vivre. Puis les enfants d'Isabelle, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont probablement bien autre chose que ça. Et Isabelle avait une deuxième question. Elle m'a dit aussi, j'ai une compagnie dont je suis la seule actionnaire. Qu'est-ce qui arrive avec ça à mon décès?
ben c'est pas compliqué. Une compagnie, ce sont les actions qu'on détient de cette compagnie-là, ce qui fait que si elle lègue tout à ses enfants, ben les enfants vont recevoir les actions de la compagnie. Par contre, ce qui m'amène à me poser la question suivante, quel genre de compagnie est là, Isabelle? Parce que si c'est la seule actionnaire, il y a des chances que ben, ça soit la seule qui, bon, si c'est un magasin, c'est une chose, mais si c'est une personne qui donne des services, comme moi, par exemple, ben, si Isabelle n'est plus là pour offrir les services, ben, ça se peut que la compagnie soit dissoute, considérant que la compagnie, si la personne qui générait le service, elle n'est plus là, puis elle est irremplaçable, ben, finalement, on n'en a plus besoin de cette compagnie-là, donc elle sera dissoute et les actifs de la compagnie seront transférés aux enfants. Puis là, il y a tout un paquet de notions fiscales dont je n'embarquerai pas là-dedans, là, parce que là, je deviendrai plate. Je laisse ça au comptable. Hein? Donc, l'idée, c'est ça. Et les actifs au décès d'une personne, les actifs de la compagnie, donc si, exemple, c'était un magasin dont Isabelle était propriétaire, je dis était, elle n'est pas encore morte, dont elle est propriétaire, ben, le magasin, lui, on met des employés, un gérant, puis ça peut continuer à exister quand même. On comprend que la compagnie et ses actifs vont rester existants. Les enfants vont juste devenir propriétaires du magasin. OK? Alors, voilà. Alors, c'était ma réponse pour Isabelle. Deuxième question, ça concerne les mandats d'inaptitude. Alors, Huguette de Gatineau me pose la question suivante. J'ai acheté une formule de mandat d'inaptitude à la pharmacie. C'est-tu bon? Pas compliqué comme question. Bon, là, d'entrée de jeu, je vais vous dire, moi, je dis toujours mandat d'inaptitude parce que je trouve que le terme est plus explicite, mais le code de procédure civile, le code civil ont changé et on devrait appeler ça mandat de protection. Moi, j'aime pas ça. Fait qu'on s'entend que moi, je vais vous parler de mandat d'inaptitude. Et oui, il y a des formulaires qui existent en librairie. C'est-tu bon? C'est sûr que je vais prôner, je vais prêcher pour ma paroisse parce que je suis notaire dans la vie. C'est sûr que la différence entre un formulaire acheté en librairie et un contrat notarié, il y en a une grosse. Parce que le formulaire en librairie, ben, il n'est pas complet, hein, ça tient sur quelques pages. Le contenu n'est pas nécessairement complet. Et l'idée d'un mandat d'inaptitude comme d'une procuration, ben, si le pouvoir n'est pas là, bien, le mandataire, il ne l'a pas. Donc, si, exemple, pour parler concrètement, si le formulaire ne parle pas de donner mandat au mandataire de vendre des biens, bien, le mandataire, il ne pourra pas. Donc, on va devoir demander une autorisation au tribunal pour faire ça. Alors que dans le mandat notarié, bien, que voulez-vous, on fait ça dans la vie. Donc, c'est sûr que le mandat notarié, il y a plus de pages, puis il est plus complet. Et en plus, bien, un mandat notarié, un acte notarié, bien, ça fait preuve de son contenu. En plus, on a des gros coffres anti-feu, nous autres. On a l'obligation de garder ces documents-là à l'épreuve du feu et du vol dans nos coffres anti-feu. Et l'existence du document est consignée à la Chambre des notaires du Québec. Donc, on comprend que c'est plus cher, mais c'est plus que du bonbon, comme dirait l'annonce. Donc, mandat d'inaptitude notariée, oui, c'est sûr que c'est meilleur que le formulaire, mais ça coûte plus cher. En bout de ligne, là où c'est pareil, c'est au niveau de l'homologation. Alors, que ce soit un mandat notarié ou un mandat sous seing privé, donc sous forme de formulaire, ils devront tous les deux être homologués par la Cour lorsque la personne deviendra inapte. Donc, l'idée, c'est que lorsque Huguette, parce que c'est Huguette qui me pose la question, lorsque Huguette deviendra inapte, ben, on devra obtenir une évaluation médicale et une évaluation psychosociale démontrant son inaptitude. Par la suite, on va faire la recherche de mandat à la Chambre des notaires du Québec et au Barreau du Québec pour s'assurer que le mandat qu'on a dans les mains, c'est le bon, donc c'est le dernier qui reflète ses volontés. Et suite à ça, il y aura la procédure d'homologation, qui est une mini-procédure judiciaire, mais qui est obligatoire. Et à ce moment-là, le mandataire sera en fonction. Alors, j'espère, Huguette, que ça répond à votre question. Troisième question, ça concerne l'aide médicale à mourir et c'est Jacques de Matane qui me pose ceci. C'est quoi la différence entre l'aide médicale à mourir et les soins de confort? Bon, c'est pas la même chose.
Là, je ne suis pas médecin, là, hein, chacun sa job. Le médecin vous expliquerait ça beaucoup mieux que moi, mais je vais vous l'expliquer en termes légaux au meilleur de ma connaissance. L'aide médicale à mourir s'applique que si vous êtes en fin de vie, en état irréversible, mais vous pouvez avoir toute votre tête. Donc, l'idée, c'est que il y a juste vous, Jacques, qui peut refuser des soins pour vous et le médecin est obligé de vous écouter. Et la loi c'est pas de même que ça s'appelle, mais la loi qui gère l'aide médicale à mourir vous permet de renoncer à 5 soins: la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée, la dialyse, l'alimentation artificielle ou forcée et l'hydratation artificielle ou forcée. Et ces refus-là vont s'appliquer que si vous êtes en fin de vie, on parle de la fin de la qualité de vie, quand il n'y a plus de fun, là, et l'état irréversible, c'est qu'on est sûr à 200% que vous ne reviendrez pas de cet état-là. À ce moment-là, on enclenche le processus d'aide médicale à mourir. Et évidemment, je vais prêcher encore là pour ma paroisse. Nous, on fait un document notarié qui est pratiquement incontestable, qu'on fait signer à la personne et qu'on scanne et on envoie directement dans le dossier électronique de la RAMQ. Donc, on est sûr que c'est là. Ça, c'est l'aide médicale à mourir. Les soins de confort, c'est autre chose. Les soins de confort, on comprend que l'aide médicale à mourir, le médecin, il se retient d'agir, OK? Il se retient de sauver la personne, il se retient parce que la personne a dit: non, non, je ne veux pas que tu me touches. Alors que les soins de confort, c'est le contraire. Les soins de confort, c'est la loi et le médecin qui fait des actes médicaux pour soulager quelqu'un qui souffre énormément. Donc, ça ne s'applique pas dans le même cas. Et ce n'est pas la même chose. Donc, on comprend que les soins de confort, c'est vraiment pour soulager la souffrance d'une personne malade. Et oui, bien évidemment, on finit par en mourir, mais de façon très paisible. Et donc, ça, c'est vraiment l'acte médical qui va faire en sorte qu'une personne va souffrir moins dans le départ. Quatrième question, ça concerne le mariage. Sophie de Rimouski. Mes amis me disent qu'un mariage civil n'est pas pareil comme un mariage à l'église. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'aurais tendance à vous dire, j'ai-tu de l'air d'un curé? La réponse est non. Alors évidemment, le mariage à l'église et le mariage civil comme l'union civile, c'est pareil. Mais c'est sûr que le célébrant n'est pas pareil, le lieu n'est pas pareil. Donc, le mariage à l'église, ben, c'est le curé. Puis, il y a eux autres, ils ont leurs propres règles aussi. Tu sais, exemple, une personne divorcée ne peut pas se remarier à l'église. Ça, c'est du droit canonique. Ça, c'est leur business à eux. Mais dans le point de vue légal, que ce soit un mariage à l'église, un mariage civil, soit par un notaire, je célèbre des mariages et j'adore faire ça, où on peut le faire n'importe où, n'importe quand. L'union civile aussi. L'union civile, j'en reviendrai dans d'autres chroniques là-dessus. Il y a des particularités à l'union civile. Donc, tout ça, c'est les gens qui choisissent une de ces options-là, mariage religieux, mariage civil ou l'union civile, ils ont tous les mêmes droits et les mêmes obligations. Donc, la seule particularité que je pourrais vous dire ce matin, c'est que l'union civile se dissout par un contrat notarié et non pas par un jugement de divorce. Mais pour le reste, les époux se doivent de faire vie commune, etc. Donc, tous les pouvoirs et tous les droits sont les mêmes, peu importe le choix que vous en faites. Bien évidemment, le curé, il ne sort pas de son église, tandis que le notaire, le maire de la ville, les conseillers municipaux, un avocat, un ami, un beau-frère, etc., bien là, vous pouvez choisir de faire ça où vous voulez. Bien évidemment, il faut que ça ait un certain décorum respectueux. Ensuite, dans le monde des successions, Valérie me pose la question suivante. Je vous la lis textuellement. J'ai reçu ça par Messenger ce matin. J'ai trouvé que mon père décédé détient un bien sur le site des biens non réclamés. Et ça, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Si jamais vous avez un proche qui est décédé et que vous pensez que cette personne-là pouvait avoir encore des biens qui n'ont jamais été réclamés, il y a un endroit au ministère du Revenu du Québec qui gère les biens non réclamés. Ça a l'air qu'il y a une liste, je n'ai jamais été voir, là, mais ça a l'air qu'il y a une liste avec le nom puis qu'est-ce qui est là. Donc, elle a fait cette recherche-là. Elle poursuit en disant, en 2010 ou en 2011, ma sœur et mon frère ont renoncé à la succession via téléphone, fax
ça se peut pas, OK? Une renonciation, ça se fait soit par déclaration judiciaire ou par renonciation notariée. Donc, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ma sœur, connaissant mon ignorance en matière de succession, a fait déchiqueter le résultat des recherches testamentaires avant mon arrivée dans le bureau du notaire. Ça se peut, ça non plus. Un notaire ne détruira jamais des recherches faites à la Chambre des notaires et au Barreau du Québec, parce que lorsqu'une personne décède, on se doit de faire une recherche pour connaître le dernier testament que cette personne-là avait fait. Donc, ça ne se peut pas qu'on ait déchiqueté ça. Et elle finit en disant, que dois-je faire pour réclamer ce bien, étant donné que je suis la seule qui n'a pas encore renoncé à la succession? De toute façon, il serait trop tard pour renoncer, à moins qu'elle viendrait de savoir que son père est décédé. Mais c'est ce que je comprends. Je comprends que non, là. Elle le savait parce qu'on a 6 mois à compter du décès ou de la connaissance du décès pour renoncer à une succession. Donc ici, visiblement, ça fait trop longtemps. Donc, mais par contre, Valérie, je lui dis, faut faire attention parce qu'on ne peut pas juste accepter un bien de la succession. Il y a des raisons pourquoi le frère et la sœur ont renoncé à la succession. C'est parce qu'il y avait probablement plus de dettes que d'actifs. Et c'est probablement pour ça que le bien en question s'est ramassé dans les biens non réclamés, parce que justement, on croyait que tout le monde avait renoncé, puis c'est le Revenu Québec qui ramasse les biens. C'est sûr que si vous vous demandez où c'est qu'ils vont les biens quand on renonce à une succession, ben c'est Revenu Québec qui prend ça en charge et ça devient des biens sans maître et donc des biens non réclamés. Alors voilà, donc moi, si j'étais Valérie, je ferais énormément attention parce que il y a une raison pour laquelle c'est le ministère du Revenu qui s'occupe de ça, donc, et qu'il y a eu une renonciation. Je présume qu'il y avait plus de dettes que d'actifs, donc on ne peut pas renoncer aux dettes puis accepter les biens, ça serait trop facile. En ce qui concerne les achats de maisons, Isabelle de Berry, c'est dans mon coin, elle me pose la question suivante. Je suis en train d'acheter une maison en campagne. Le test d'eau, est-ce que c'est moi ou le vendeur qui doit le payer? Ça, c'est une bonne question parce que il y a deux écoles de pensée, puis il y a deux façons de voir les choses. Puis si vous allez voir en droit, c'est souvent comme ça. Mes lunettes m'énervent, je vous le dis. Depuis tantôt, je les remonte, hein, c'est ça. Regarde, s'il y a un loup dans les lunettes, là, il va falloir que j'aille faire quelque chose. Donc, ça m'a fait du bien d'en parler. Alors, le puits, l'analyse d'eau et l'analyse de débit d'eau. En principe, c'est le vendeur qu'il faut qu'il démontre à l'acheteur que l'eau est bonne, donc, genre de l'OSK qu'on a chez nous, et qu'elle est en quantité suffisante pour fournir une famille. Donc, ça, c'est le débit d'eau. Mais souvent, dans les faits, c'est l'institution financière de l'acheteur qui lui demande ces documents-là. Puis l'acheteur, il veut tellement devenir propriétaire rapidement qu'il va tout faire pour obtenir les analyses d'eau et de débit d'eau rapidement. Donc, c'est souvent lui qui va en faire la demande parce que c'est son créancier hypothécaire qui va lui demander. Donc, c'est la meilleure explication que je peux vous donner. Et je fais une parenthèse. Moi qui vis en ville, à moi, je vous l'ai dit, l'OSK, ça coule dans notre robinet. On ne fait pas ça, des analyses d'eau. Mais ceux qui ont des puits, bien, souvent, les gens, ils font l'analyse quand ils achètent la maison, mais ils ne la refont jamais. Mais un puits, ça peut se contaminer. Donc, on comprend qu'une analyse d'eau, on serait supposé faire ça souvent. Souvent, genre une fois ou 2 ans au moins, pour voir si on ne boit pas de la chenoute. Là. En tout cas, je fais juste vous dire ça de même et je ferme la parenthèse. Dans le domaine des quittances maintenant, Bernard de Val-d'Or, Bernard me pose cette question. J'ai fini de payer mon hypothèque. Est-ce que la banque va m'envoyer ma quittance? La réponse, c'est non. En fait, oui puis non. Ils vont vous envoyer une lettre pour vous dire « Hey, bravo, mon grand, vous avez fini de payer votre hypothèque. » Mais ça, ce n'est pas suffisant. Non. Non, pour enlever la garantie sur la propriété, donc parce que l'hypothèque, c'est une garantie, elle est publiée au registre foncier sur votre maison, donc il faut l'enlever de là, donc il faut la radier. Et ça, ben, c'est un notaire qui fait ça. Alors, vous devez mandater un notaire pour faire la quittance. Donc, le notaire va rédiger la quittance, va l'envoyer au créancier hypothécaire. Le créancier hypothécaire va signer, va retourner ça au notaire. Le notaire publie cette quittance-là au registre foncier et ensuite envoie une copie à Bernard, pardon, je suis en train de le débaptiser, à Bernard. Donc, le fait de recevoir la preuve
écrite de la banque à l'effet que vous avez fini de payer votre hypothèque, c'est une chose, mais il faut à tout le moins enlever la garantie sur votre propriété pour être sûr que tout est clos, fini, final. OK? Puis ouvrir la bouteille de champagne, puis commencer à rêver à des nouveaux projets comme un bateau, un skidoo, etc. 8e question, ça concerne les compagnies. Steve, avec 2 E, de Sherbrooke, avec 2 O, me demande, je me pars un petit garage de mécanique, c'est-tu mieux de m'incorporer? Ça, c'est une grosse question. En fait, l'idée d'une incorporation, c'est pour scinder votre patrimoine personnel du patrimoine de votre entreprise. Donc, oui, si vous croyez, c'est drôle à dire parce que je vais dire à Steve, si tu crois que ta compagnie ou ton entreprise pourrait faire faillite, tu es mieux de t'incorporer. Comme ça, si ça fait faillite, tu vas perdre que l'argent que tu as mis dans ton projet, puis ils ne viendront pas viendront pas saisir ton divan et tes bobettes. Mais il y a des bémols à ça, parce que si Steve emprunte dans une banque pour démarrer son entreprise, ils vont de toute façon lui demander une caution personnelle de sa part si la compagnie ne respecte pas ses obligations ici de rembourser le prêt, bien Steve va devoir investir de l'argent quand même pour rembourser l'hypothèque. Donc, fait qu'on est, ça dépend de la situation, comprenez-vous? Et l'idée aussi, c'est que les revenus vont être scindés. Donc, si Steve, il prévoit que son garage va être populaire dans le quartier, puis que wow, ça va être incroyable, il va faire des revenus comme ça, bien, c'est sûr qu'il va être mieux de s'incorporer comme ça. Les revenus de la compagnie vont s'imposer dans la compagnie versus ses revenus de dividendes ou de salaire. Donc, à ce moment-là, comment dire, on divise la braquette d'impôts, donc il y a moins d'impôts à payer. Alors, ça, ce sont des avantages à une compagnie. Alors, j'espère, Steve, que j'ai répondu à ta question. Ensuite, Louise de Québec me pose cette question que j'ai trouvée fort intéressante. Je suis directrice des ressources humaines d'une coopérative alimentaire et j'organise l'Assemblée générale annuelle des membres. Est-ce que vous faites des conférences? Et si oui, est-il possible de vous déplacer pour venir nous parler? Mon Dieu Seigneur, moi, je capote. J'adore faire des conférences. Alors oui, de grâce, appelez-moi. Mais sûr. Alors moi, oui, des conférences, j'aime ça aller vous voir, j'aime ça vous jaser. Puis j'ai tout plein de sujets à vous parler et c'est toujours agréable. En tout cas, moi, je trouve ça agréable. Je pense que le monde aime ça aussi. Et donc, juste me communiquer avec moi. Et sur mon site internet, marijosésalara.com, il y a justement un onglet prévu pour ça. Donc, vous pouvez aller voir là pour commander votre conférence. Dernière question pour aujourd'hui. Fabrice de Saint-Georges-de-Beauce me pose la question suivante. Je suis du genre suspicieux. Avec tout ce qui se passe dans le monde et sur les réseaux sociaux, comment je peux faire pour savoir si le notaire que j'engage est compétent? C'est sûr qu'on n'aime pas ça, ce genre de questions-là, dans le sens qu'on se dit, mon Dieu, y a-t-il des notaires incompétents? La réponse est oui, comme dans toute autre profession. Frauduleux, mon Dieu, j'espère que non. Est-ce qu'il y a du monde qui peuvent se faire passer pour un notaire? Peut-être. Donc, l'idée, c'est que vous appelez à la Chambre des notaires du Québec ou vous allez même sur le site de la Chambre des notaires du Québec, qui est le www.cdnq.org, et vous avez un onglet, vous pouvez aller vérifier si le notaire avec qui vous voulez faire affaire, s'il est inscrit au tableau de l'ordre de la Chambre des notaires du Québec. Donc, nous, pour pratiquer, c'est sûr qu'on doit payer nos cotisations professionnelles, notre assurance responsabilité aussi. Donc, c'est sûr qu'on est inscrit au tableau de l'ordre. Et donc, c'est le moyen de vérifier la validité du diplôme, entre guillemets, de la personne avec qui vous voulez faire affaire. J'ose espérer que ça ne se peut pas, là, mais mon Dieu, j'espère que non. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre première chronique juridique et je vous invite donc à venir me poser vos questions, à venir commenter et on se revoit pour une autre chronique juridique mercredi prochain. Mais avant tout, avant de terminer, je veux vous inviter à aller sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube, Notaire pas ordinaire, si vous voulez aller voir mes vidéos comiques que je fais là.
Il y a aussi ma page Facebook, Marie-Josée Saint-Laurent, notaire pas ordinaire aussi. Vous pouvez vous abonner à mon groupe privé Facebook. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Alors, allez-y et on se retrouve mercredi prochain, 10h. Bon, oui, ici. Mais c'est sûr, c'est la première. Je ne sais pas comment arrêter ça, cette patente-là. Je viens de trouver le piton. Bye!